Bonsoir à tous et bienvenue dans le Journal de l'Afrique sur France 24. À la une ce soir, le continent africain particulièrement touché par l'explosion des cas de rougeole, une hausse de 400% sur les 3 premiers mois de l'année selon l'Organisation mondiale de la santé. En cause, la vaccination des enfants qui a pris du retard à cause de la pandémie de Covid-19. Nous serons dans ce journal avec Geneviève Bekkoyan, responsable santé de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Des centaines de Nigérians de retour chez eux au nord-ouest du Nigeria, malgré l'insécurité persistante. Ils avaient fui les violences djihadistes et trouvé refuge au Niger voisin. À Niamey, on retrouvera Harold de Girard, notre correspondant. Et puis nous irons en Afrique du Sud, où après 2 ans de pandémie, vous verrez qu'une vente un peu particulière sous forme de NFT, des œuvres numériques dématérialisées, a permis de sauver le musée de Johannesburg. Reportage à suivre. Mais avant de développer ces titres, on va partir en Guinée. Les anciens présidents de l'Assemblée nationale et de la commission électorale ont été inculpés la nuit dernière, notamment pour corruption et écroués à la prison civile de Conakry. Conakry où on retrouve Malik Diakité, notre correspondant. Les derniers à être placés sous mandat d'arrêt dans la nuit de mercredi à jeudi sont Amadou Damaro Camara, président de la dernière Assemblée nationale sous Alpha Condé, et Luceni Camara, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont tous deux poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Ces 2 membres influents du RPG, le Rassemblement du peuple de Guinée d'Alpha Condé, ont d'abord été entendus plusieurs fois ces dernières semaines par la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale avant d'être envoyés mercredi devant la CRIEF. Cour de répression des infractions économiques et financières. Leurs avocats dénoncent une justice instrumentalisée. La demande de mise en liberté provisoire qu'ils avaient émise a été rejetée par la justice. Ils rejoignent en prison plusieurs hauts responsables du régime déchu, dont l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. On en vient à cette recrudescence des cas de rougeole sur le continent. Selon l'Organisation mondiale de la santé, ils ont augmenté de 400% sur les 3 premiers mois de l'année par rapport à la même période l'année dernière. L'OMS, mais aussi l'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Nous sommes avec Geneviève Bekkoyan, responsable santé de l'UNICEF en République démocratique du Congo. Geneviève Bekkoyan, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. De janvier à mars, 17 500 cas de cette maladie virale très contagieuse ont été répertoriés selon l'OMS. Comment expliquer ce regain épidémique? C'est lié avant tout à la pandémie de Covid-19? La pandémie de Covid-19 est certainement à l'origine de ce qu'on appelle des goulots d'étranglement par rapport à la vaccination. Les mamans ont certainement eu très peur d'amener leurs enfants et d'éventuellement se contaminer dans les centres de santé. Donc après plusieurs mois et beaucoup de communication pour leur dire non, revenez, les vaccins sont là. Les vaccins de routine contre la rougeole, qui est une maladie qui tue, contre la polio qui peut handicaper votre enfant, les vaccins contre le BCG, tous ces vaccins sont là, mais malheureusement, les mamans ne sont pas revenues aussi rapidement. Donc nous avons déjà, malheureusement, au Congo, depuis le début de l'année, sur 26 provinces, 23 provinces ont déjà reporté des cas. On a 41 000 cas de rougeole depuis le début de l'année. On est presque au même montant que toute l'année dernière. Et donc, avec l'UNICEF, nous renforçons les efforts du ministère de la Santé pour contrôler ces épidémies là où elles ont lieu, dans les zones de santé. Les infirmiers congolais savent vacciner, les mamans savent où aller. Mais malheureusement, il faut vraiment y aller très très vite et contrôler l'épidémie de rougeole. La situation n'est pas la même partout. Quels sont les pays où la flambée des cas est la plus significative? Vous êtes en République démocratique du Congo. Là aussi, la situation n'est pas la même. Vous l'avez évoqué partout sur le territoire. Bien sûr, de province en province, ça change. Par exemple, tout le long des lacs, du lac Kivu, du lac Tanganyika, actuellement, nous avons des cas de choléra. Comme vous l'avez peut-être entendu, 2 cas d'Ebola ont été répertoriés dans une province de Bandaka. Nous avons vraiment actuellement des campagnes qui sont préparées pour contrôler la polio, pour aussi vacciner contre la fièvre jaune. Et tout ça, ce sont des calendriers de ce qu'on appelle la vaccination de routine qui doit avoir lieu pour prévenir toutes ces maladies.
Malheureusement, on a pris du retard et pendant ce temps-là, l'épidémie de Covid, oui, est venue. Elle est venue moindre peut-être dans un grand pays comme le Congo, mais malheureusement, elle a vraiment eu un impact négatif sur les services de santé de routine. En République démocratique du Congo, vous l'avez évoqué, on assiste à une recrudescence de l'épidémie d'Ebola à Mbandaka, au nord-ouest du pays. 2 personnes sont mortes depuis fin avril. L'Organisation mondiale de la santé a mis en garde contre sa possible propagation. Quels sont concrètement les risques ? Je voudrais vous dire que déjà, à Mbandaka, non seulement l'équipe du ministère de la Santé, mais les équipes de l'UNICEF et de l'OMS étaient déjà présentes. Nous avons très rapidement déployé plus de 20 tonnes de matériel pour limiter la contamination, pour désinfecter. Nos équipes sur le terrain ont mobilisé les communautés à rechercher les contacts et à les inciter à aller se faire vacciner. La vaccination a déjà commencé, déjà depuis 3 jours. Nos équipes de l'UNICEF appuient aussi au niveau psychosocial toutes ces familles qui sont vraiment très ébranlées, les différents foyers, afin de rechercher les cas contacts, de vacciner, d'appuyer au niveau psychosocial aussi les éducateurs dans les écoles, afin que chacun ait les moyens de prévention. Donc, ça n'est pas la première épidémie, malheureusement, au Congo, d'Ebola. Et nous avons les gestes barrières et avec les populations et le ministère de la Santé, très vite, les bonnes actions ont eu lieu et nous espérons vraiment contrôler. Pour le moment, on n'a que 2 cas. Et on espère vraiment le contrôler le plus vite possible. Merci beaucoup Geneviève Bekoyan d'avoir été avec nous ce soir sur France 24. La guerre de communication se poursuit entre Paris et Bamako. L'armée française a qualifié de douteuses les accusations du gouvernement malien. Mardi, il évoquait des tentatives de subversion, une violation de l'espace aérien malien par la France. Tout ça fait suite aux révélations la semaine dernière par l'armée française d'images filmées par un de ses drones. Ces images montraient, souvenez-vous, la mise en scène par des mercenaires russes de Wagner présumés d'un charnier autour de la base de Gossi, base du centre du Mali, que la force Barkhane venait de rétrocéder à l'armée malienne. L'armée française, en tout cas, réfute toutes les accusations d'espionnage et répond avoir respecté à la lettre un accord de mars 2013. La France qui, par ailleurs, réagit de manière officielle à la coupure définitive mercredi du RFI, Radio France Internationale et France 24 au Mali. Le Quai d'Orsay a fait part de sa vive préoccupation et appelle Bamako à reconsidérer sa décision. Je vous en parlais dans les titres. Ils avaient fui les violences djihadistes au nord-ouest du Nigeria. Plus de 4000 Nigérians réfugiés au Niger voisin sont de retour chez eux. Retour encouragé par les autorités locales malgré l'insécurité et des services quasi inexistants dans la région. À Niamey, les précisions de notre correspondant Harold Girard. Plus de 500 familles nigérianes ont quitté le Niger ces derniers mois pour regagner leur région d'origine. Suite à l'appel du gouverneur de l'État de Borno, frontalier du Niger, lui souhaite que ces populations retournent de leur côté de la frontière. Comme dans le reste de l'État, la ville de Malam Fatori a accueilli il y a environ 1 mois des candidats au retour. Et même si depuis aucune attaque d'envergure n'a eu lieu dans la ville, les risques restent très élevés. Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest continuent de contrôler des territoires voisins de la ville. Ce retour des populations nigérianes au Nigeria, eh bien, il était censé s'opérer dans le cadre d'un accord tripartite entre le Niger, le Nigeria et le Haut Commissariat aux réfugiés. Il n'en est rien puisque ce retour a effectivement déjà commencé hors de tout cadre légal et cet accord, lui, n'a pas encore été mis en place. Ça peut contribuer à des retours qui ne seront pas pérennes au bout du compte, c'est ça le problème. Donc des gens sont susceptibles de revenir à nouveau au Niger, ce qui n'est pas une bonne chose parce qu'à ce moment-là, on encourage une espèce de système ou de dynamique de mouvement pendulaire et c'est pas ce qu'on veut. Il est mieux que les réfugiés, on attende que les conditions soient là et qu'on le fasse dans un cadre justement institutionnellement accordé et ce qui va permettre de donner une pérennité à ces retours. C'est-à-dire que les gens rentrent et une fois qu'ils rentrent, ils rentrent dans des conditions de sûreté, de dignité et il y a une assistance qui leur est donnée, il y a des conditions de sécurité qui leur permettent de retourner à leurs activités, se livrer à leurs activités agricoles.
Car l'objectif affiché de cette initiative du Nigeria, c'est d'inciter les populations expatriées de force, mais aussi les déplacés internes, à retourner travailler dans leurs champs à l'approche de la saison des pluies. Une initiative et une manœuvre pour le moins risquée depuis 2009 et l'insurrection djihadiste dans le nord-est du Nigeria. 40 000 personnes ont perdu la vie et plus de 2 millions de personnes ont été forcées à se déplacer hors de la zone. En Tunisie, à l'approche de l'Aïd, la fin du Ramadan, pas de ruée dans les magasins de vêtements cette année à cause des crises à répétition. L'inflation atteint en effet des sommets, une hausse des prix accentuée par la guerre en Ukraine. À Tunis, on retrouve Lilia Blaise. Dans le centre-ville de Tunis, les courses de l'Aïd vont de bon train, mais beaucoup de Tunisiens que nous avons rencontrés confient ne pas forcément acheter des habits neufs, notamment dans les grands magasins, à cause de l'augmentation des prix du prêt-à-porter, entre 15 et 20%, qui correspondent aussi à l'augmentation de l'inflation dans le pays, qui est aujourd'hui à 7,2%. Je vais aller ailleurs. Peut-être que je trouverai quelque chose de moins cher. Les prix sont très élevés par rapport au passé. Tout est plus cher, pas seulement les vêtements. Faute de moyens suffisants, beaucoup de Tunisiens se tournent vers les produits issus du commerce informel et de la contrebande que vous pouvez voir tout autour de moi, qui sont vendus par des marchands ambulants en centre-ville de Tunis, ou bien la fripe, dernière option, dans les souks. Ici, j'ai trouvé une paire de chaussures que j'ai achetée pour 70 dinars. Pour 3 enfants, si je dépense 70 dinars par paire, si on ajoute les vêtements, cela coûtera minimum 500 dinars. Vous vous imaginez la somme ? La fripe offre un meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez trouver la même chose dans les magasins, mais ici c'est moins cher. Avec un salaire peu élevé, rien n'est accessible en grande surface, donc je préfère la fripe. Même s'il y en a pour tous les budgets, grâce aux fripes, aujourd'hui les courses de l'Aïd pèsent énormément sur le budget des Tunisiens. C'est plus de 300 000 familles nécessiteuses qui vont bénéficier d'une aide de l'État, comme à chaque Aïd, elle tourne autour de 60 dinars, soit 18 €. Et pour finir, on va partir en Afrique du Sud. Alors que là-bas, les musées ont beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19, une injection de fonds très particulière a permis de sauver un musée, celui de Johannesburg. Une version NFT, c'est-à-dire numérique, d'un mandat d'arrêt contre Nelson Mandela a permis de récolter plus de 100 000 €. La vente d'œuvres d'art sous cette forme utilise la même technologie que les crypto-monnaies comme le Bitcoin. C'est un reportage signé Caroline Dumais, notre correspondante. Au cœur de la ville du Cap, une petite société s'est imposée sur le marché mondial des NFT, les jetons non fongibles. Elle a vendu l'image en 3 dimensions du mandat d'arrêt de Nelson Mandela en 1961. Cette image est associée à un code unique sur Internet. C'est un certificat d'authenticité dans le monde digital. Si vous achetez une œuvre d'art, elle viendra avec un certificat d'authenticité qui prouvera d'où elle vient, quelle est son histoire, sa provenance. Ce certificat digital n'est pas interchangeable. Il est stocké dans un grand livre de données numériques incorruptible. C'est ça un jeton non fongible. Le jeton non fongible du mandat d'arrêt de Mandela s'est vendu à 113 000 €. Ces fonds permettront de rénover ce musée à Johannesburg qui est fermé depuis 2 ans. Dans les années 60, cette ferme servait de quartier général secret aux responsables de l'ANC. Nelson Mandela s'y est caché. C'est en hommage à ses camarades que ce fils de militant a créé ce musée, mais il a rapidement manqué d'argent. Alors quand on l'a approché pour soulever des fonds sur Internet, il a tout de suite accepté. Cela permet de créer des répliques qui ont de la valeur, qui génèrent des revenus, alors qu'en fait, vous ne vous débarrassez pas vraiment des joyaux de la couronne. Le mandat d'arrêt original n'a jamais été vendu. Il fait partie des trésors de ce musée. Et maintenant que les fonds ont été soulevés, les membres du conseil d'administration ont hâte de commencer les rénovations. On va tout nettoyer. On va faire couper l'herbe, tailler les arbres et laisser la voix de Lilies Leaf revenir résonner aux oreilles des Sud-Africains afin de préserver notre héritage historique. Le musée de Lilies Leaf réouvrira ses portes au public dès que possible. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24 à l'information continue. RFI et France 24 présentent
Le Café des Sports, votre émission 100% football, c'est tous les vendredis. Débat passionné, échange sans concession, pour une analyse complète de l'actualité sportive de la semaine. Le Café des Sports, à vivre en direct sur RFI et à voir sur France 24.